portes se ferment. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants. Nous voilà donc dans cette ouverture de colloque sur l'intelligence artificielle. Ça nous permet de voir qu'aujourd'hui, contrairement à l'année passée, Étienne n'a pas sa résille sur la tête pour faire voler un petit robot. Un drone. Un drone. L'intelligence artificielle, c'est donc une des trois composantes de l'AXR, l'Internet 3.0, puisque nous avons donc la réalité virtuelle, le métaverse. D'ailleurs, je crois que tout le monde connaît un peu, c'est comme ça que s'appelle maintenant Facebook, Meta. Et donc l'intelligence artificielle. C'est un enjeu de société, c'est un débat très important. Ce sont énormément de perspectives d'avenir, et le titre de ce colloque le dit bien, c'est l'intelligence artificielle et les compétences de demain. Alors, dans le grand public, puisque l'intelligence artificielle est quand même connue, ou en tout cas évoquée depuis de très nombreuses années dans les milieux scientifiques, l'intelligence artificielle a fait sa grande entrée dans les médias par l'intermédiaire d'un petit programme, d'une belle utilisation de données qu'on appelle comment encore Chat GPT. Tout le monde connaît, évidemment. Il paraît même que ça permet de réussir l'examen d'entrée de Polytech. Moi qui ai fait la TAMAT, je me dis, oh, j'aurais peut-être... Non, hein, c'est ce qu'on m'a prétendu. Mais comme quoi, en matière d'intelligence artificielle, on dit beaucoup de choses, et quelquefois des choses qui ne sont pas du tout correctes. Autrement, ça m'aurait peut-être permis de faire une réorientation, et donc de pouvoir faire de la recherche en intelligence artificielle sur des algorithmes plutôt que d'être ici devant la tribune en tant que député provincial. Les enjeux, je vous l'ai dit, sont fondamentaux. Ça peut être une grande aide dans la vie de tous les jours. Une des raisons, une des choses auxquelles on pense le plus vite et qui peut être le plus utile pour nous, c'est pas nécessairement de trouver l'adresse d'un restaurant sur Google, voire même la suggestion d'un restaurant sur Google une fois qu'on arrive à 11h30, 12h, parce que Google s'est rendu compte des types de restaurants dans lesquels on va, au moment où on commence à manger, mais sur le plan médical et paramédical. Ça va nous aider à sauver des vies, ça va nous aider à anticiper des problèmes, ça va nous aider à régler toute une série de situations, et ça va clairement nous aider dans notre quotidien. Mais derrière ça, il faut quand même se demander comment peuvent-ils en arriver à nous aider à, oui, bien nous soigner, mais ou à anticiper un AVC, par exemple. C'est l'utilisation de données. Et un des enjeux importants auxquels on ne pense pas nécessairement, parce qu'on se dit, voilà, ça va nous permettre de développer demain de nouvelles compétences, de rendre des services, de prévenir des difficultés, des catastrophes, des problèmes médicaux ou autres. Il y a aussi toute l'utilisation des données, c'est-à-dire de vos données, de ce que vous êtes. Et là, on a des réflexions en matière d'éthique et en matière juridique où il va falloir avoir beaucoup de compétences, beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse, et on n'en est qu'au début. Parce qu'aujourd'hui, si ChatGPT peut, sur base d'une banque de données extraordinaire, vous faire un discours très beau et très intéressant, et très intelligent, même si vous ne l'êtes pas nécessairement, il n'en reste pas moins que demain, lorsqu'on va vouloir prévenir un problème médical, ça va devoir se faire sur base d'une banque de données. Et la manière dont on peut récolter et collecter les informations pose des questions. La manière dont on traite les informations peut poser des questions. Et tout ça, au départ, aussi dans une bonne intention qui est celle d'aider les gens à soigner ou de prévenir les maladies, et les maladies relativement importantes ou qui peuvent entraîner la mort de personnes. Je crois que, oui, on va pouvoir développer d'énormes compétences. Il y a des métiers extraordinaires qui vont être créés dont on n'a pas encore connaissance aujourd'hui, ce qui va d'ailleurs demander au milieu de l'enseignement de réfléchir sur lui-même,
de même aussi sur les nouvelles pédagogies à mettre en place. Imaginez, et ça se fait déjà au sein de la haute école, que plutôt que d'avoir un laboratoire dans lequel vous allez vous déplacer, vous allez avoir un laboratoire virtuel, vous aurez votre avatar et vous irez faire vos expériences dans ce laboratoire virtuel. Ce sera une autre manière de prendre en considération la pédagogie. Nous allons devoir y réfléchir. De la même manière que de se dire, tiens, demain, est-ce que tout un chacun peut rentrer avec ça dans une salle d'examen, éventuellement aller vite sur ChatGPT pour se dire, tiens, je vais essayer de trouver des réponses aux questions, parce que là, j'ai un petit trou de mémoire. Bon, il y a des manières d'essayer d'y rencontrer, de les rencontrer. Et donc, oui, on va aussi aider à développer une nouvelle compétence, mais on va aussi devoir réfléchir avec l'intelligence artificielle, mais pas rien que ça, aussi avec la réalité virtuelle, à se dire comment demain je vais enseigner, comment demain je vais faire mes évaluations. L'imagination, on s'en rend compte, est vraiment au cœur de ce débat. L'imagination est vraiment au pouvoir. Et dites-vous que tout un chacun que vous êtes, en fonction de ce que vous connaissez, de votre imagination, des compétences que vous pouvez mettre en œuvre, demain vous pourrez peut-être, dans la matière, créer votre propre métier, créer vos propres ouvertures, créer vos propres développements personnels et économiques. Si ce n'est que si nous allons pouvoir développer énormément de compétences, que ce soit vous, par l'intermédiaire des savoirs qu'on va vous transmettre ou des réflexions qu'on va essayer de vous amener, on va devoir, nous aussi, créer de nouvelles compétences pour pouvoir justement envisager ces développements, comment transmettre les savoirs, mais de l'autre côté aussi, comment mettre en place certaines barrières et comment vous amener demain à réfléchir sur ces barrières à mettre en place. Et je vais terminer par là, puisque politique, je le suis, même si j'ai une autre profession. Dites-vous bien que vous avez intérêt à vous en préoccuper. Parce que c'est les cadres législatifs, donc la politique, qui demain permettra d'empêcher qu'on fasse tout et n'importe quoi. Et donc, comme on dit souvent, quand on parle de politique, si vous ne vous en préoccupez pas, elle se préoccupe de vous. Et donc, ouvrez votre esprit, réfléchissez, faites preuve d'intelligence et qui n'est pas artificielle cette fois-ci, pour aussi participer à ce débat qui se mettra en place aujourd'hui et qui apportera des concrétisations demain. C'est quelles sont les limites de l'usage des données, quelles sont les limites de la mise en place de l'intelligence artificielle, les limites de l'usage de l'intelligence artificielle, même dans les compétences de demain, même dans l'utilisation qu'on pourra en faire demain. Voilà, bon travail, bonne réflexion et bon courage à tout le monde. Bien, merci monsieur le député provincial. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans cette très belle salle de l'Université du Travail qui, soit dit en passant, fête cette année son 120e anniversaire, car c'est en 1903 que fut fondée cette vénérable institution d'enseignement à vocation sociale et industrielle. Elle fut fondée par Paul Pasture, à qui je rends ici hommage. Bienvenue chez nous, vous êtes ici chez vous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la 3e édition déjà de ce colloque, magnifique colloque sur l'intelligence artificielle, que nous devons à l'initiative de 2 professeurs particulièrement dynamiques de notre département, de la section éducateurs spécialisés. Il s'agit de M. Philippe Dacos, psychologue, et de Moustapha Delal, biologiste, que je remercie pour cette belle initiative. Alors, un mot très rapidement de la genèse de ce projet. En 2021, en pleine crise sanitaire liée à la Covid, ces 2 brillants professeurs ont eu l'idée d'organiser une visioconférence pour leurs étudiants. Ils ont invité à Marseille des experts qui sont venus parler de l'intelligence artificielle à nos étudiants, mais via écran, puisque nous étions en période de Covid. C'est comme ça que cela a commencé. C'était le début, c'était le printemps, que nous chantait Gavin, et c'est comme ça que nous avons commencé cette belle aventure. Il y avait à l'époque 30 étudiants. L'année dernière, une centaine. Cette année, vous êtes plus de 220 inscrits, et l'année prochaine, nous serons plus de 300, je vous le garantis.
Alors, l'année dernière, j'ai proposé à Philippe et Mustapha de reprendre la thématique et d'en faire un colloque, mais cette fois un colloque en présentiel, naturellement, accessible à tous les étudiants du département et avec un programme plus étoffé. Et je crois qu'on peut dire, et je le dis avec une certaine modestie, mais aussi avec fierté pour mon département et pour Condorcet, que ce fut un véritable succès. Je pense qu'on peut véritablement le dire. Alors, nous avons réussi, comme M. Massin nous l'a rappelé l'an dernier, dans cette même salle, à peu près à la même époque, nous avons réussi, grâce aux chercheurs de l'ULB, à faire décoller un drone par la pensée. Notez bien, ça m'a fort rassuré, parce que je me suis dit que j'avais au moins une pensée, c'est déjà ça. Et c'est là que j'ai compris, mesdames et messieurs, les avantages de l'alopécie, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le colloque de cette année, nous avons revu un tout petit peu le format pour en faire un colloque à la fois plus court, avec des séquences plus courtes, plus dynamiques, avec un programme plus diversifié, parce que j'ai souhaité que ce colloque soit ouvert à un public plus varié, notamment qu'il soit ouvert à d'autres départements de notre haute école Condorcet. Il y a peut-être ici dans la salle des étudiants qui proviennent de la santé publique ou de sciences et technologies. Si c'est le cas, je m'en réjouis évidemment. Parce que le temps est certes à l'intelligence artificielle, mais il est aussi à l'intelligence collective et à l'interdisciplinarité. Alors, unissons nos forces pour être plus forts ensemble et pour bâtir l'avenir. Et faisons collectivement évoluer notre société de la connaissance au profit de l'humain. Quoi qu'il en soit, et j'en termine, si l'intelligence artificielle ne fait pas le poids face à la stupidité naturelle, comme disait paraît-il Einstein, elle va révolutionner le monde. M. Massin l'a dit, qu'on le veuille ou non, elle est certainement, avec le réchauffement climatique, l'enjeu le plus important pour les générations à venir, pour l'avenir de nos sociétés. Quand je parle de l'avenir, je ne parle pas du siècle prochain, mes amis. La révolution a déjà commencé naturellement. Voilà, je pense que j'en ai dit déjà beaucoup trop. Un homme politique wallon disait naguère, un discours, c'est comme une mini-jupe. Il doit être assez long pour couvrir l'essentiel, mais assez court pour rester attractif. Alors, vous savez que les hommes politiques s'y connaissent en la matière. Je parle des discours, pas des mini-jupes naturellement. Et je vais donc suivre ce très bon conseil. Je vais donc m'arrêter ici et céder la parole à Mustapha et à Philippe qui vont vous présenter le programme et nos invités. Mais je manquerais à mon devoir si je ne vous remerciais, vous, le public, pour votre participation à cette matinée d'échange, de réflexion. Et je tiens surtout, évidemment, à remercier nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de se déplacer pour nous présenter les résultats de recherche scientifique et pour vous parler des apports positifs, peut-être même des dangers, de l'intelligence artificielle. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et à tout à l'heure, probablement, pour des discours, pas des discours, pour une rencontre informelle après le colloque certainement. Voilà, bonne journée. Voilà, merci M. Jonnet. Alors évidemment, je vais vous présenter un peu la demi-journée que nous allons passer ensemble. Donc en fait, la demi-journée va se passer ici, sur Charleroi. Quant à l'après-midi, certains étudiants, notamment les étudiants du MIAS et les étudiants éducateurs spécialisés, vont s'en retourner sur Marcinelle pour continuer la réflexion. Et justement, comme l'a dit M. Jonnet, mais aussi suggéré M. Massin, pour justement mettre l'imagination à l'honneur et pour justement créer peut-être de nouvelles applications, en tout cas des scénarios, pour pouvoir justement envisager en quoi l'intelligence pourra être utile demain par rapport aux compétences et travailleurs sociaux notamment. Alors ce matin, donc, cela va se passer ici, et c'est effectivement la troisième fois que nous avons la chance de participer à ce colloque. Alors M. Jonnet peut déjà remercier toute une série de personnes, mais ici il y a une personne qui est dans l'ombre depuis 3 ans maintenant. Il n'y a pas 3 ans qu'elle est là, mais enfin c'est la troisième année qu'elle intervient avec nous, sans quoi tout cela ne serait pas possible. C'est M. Boucard, Charles Boucard, vous ne voyez là, pas là parce qu'il est très discret, mais il est très efficace. Je vous remercie de l'applaudir. Notre collègue qui l'aide et sans qui ce ne serait pas possible non plus. Je remercie également les collègues présents, la direction notamment. Je remercie aussi toutes les personnes, les étudiants notamment, mais aussi les professionnels qui nous ont fait le plaisir d'être là. Alors, des professionnels diversifiés. On accueille également en ce moment un stagiaire de Humons qui fait un travail remarquable. Vous avez déjà peut-être rencontré sur le site de Marcinelle au niveau des caméras 360 et avec des lunettes virtuelles. Il nous aide à nous mettre dans la peau d'une personne avec autisme. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, elle est bien là. Et maintenant, au quotidien, on la rencontre et finalement, on s'en réjouit.
réjouis. La politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Certaines personnes n'ont peut-être pas envie de jouer le jeu, de rentrer dans ce débat. C'est probablement une erreur parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle est là. Alors, on peut peut-être avoir des résistances, mais en tout cas, il faut sans doute s'y confronter. Alors, tout de suite, je vais céder la place donc, à toute une série d'orateurs qui seront là ce matin. Je vais les présenter succinctement à chaque fois. Mais tout de suite, je passe la parole à Mostafa. Et en fait, bon, il faut un peu humble dans la vie. C'est surtout Mostafa qui est à l'initiative de cette belle idée. Donc, M. Mostafa Delal, une intervention tout de suite. Merci. Bonjour tout le monde. Dans les remerciements, j'ajouterai aussi Laurence, car elle était avec nous dans les 3 colloques. Donc ça aussi, c'est un élément essentiel qui nous donne quand même pas mal d'idées pour la construction de notre colloque. Donc ici, pour le plan de l'intervention, premièrement, je vais expliquer un peu mon inspiration, puis la définition de l'IA, l'ère numérique, et l'ère numérique entre avantages et risques, et une conclusion. Mon inspiration vient d'Annabelle Gonzalez, donc ici il ne s'est limité qu'au niveau économique, mais on peut toucher tous les domaines. Les pays donc, qui ne s'adaptent pas à l'économie numérique risquent bien sûr de perdre leur chance dans l'économie mondiale. La même chose donc, pour la définition de l'IA, je prends celle de Joël de Rosnell, donc c'est une technologie qui permet aux machines d'apprendre et de prendre des décisions de manière autonome en utilisant des algorithmes. Pour l'ère numérique, donc, le monde professionnel et sociétal évolue d'une manière qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Donc, vous voyez que l'IA, elle est avec nous partout, dans tous les domaines, d'accord? Prenez seulement votre smartphone, et donc il y a tous ces éléments-là. Donc, pour anticiper pour ces changements, en vous proposant bien sûr ce colloque pour vous donnera des inspirations. L'ère numérique, les données représentent donc une source de richesse, comme le pétrole l'a fait pour l'ère industrielle. Pour les données, donc, et sans bien sûr, dans ce cas-là, il faut les traiter, ces données. Ces données, donc, à partir de ces données, on peut tirer des informations, et ces informations peuvent donner des connaissances, et ces connaissances, elles peuvent donner des sagesses ou non. Donc c'est pour cela que j'ai pris l'ère numérique, risque entre avantages et inconvénients. Ça va arriver. Donc ici pour les risques, je prends donc la citation d'Isaac Kadima, une société avec beaucoup de connaissances et peu de sagesse se peut détruire. D'où on peut constater donc tout ce qui est cyberharcèlement, cyberattaque, des armes automatiques, manipulation sociale, tous ces éléments-là, bien sûr, ça intervient dans les dérives de l'IA. Donc, il faut bien sûr que les responsables encadrent bien sûr l'utilisation de ces IA. Pour les avantages, je prends la citation de Vandana Shiva. Dans une société où la connaissance est guidée par la sagesse, la connaissance devient dans ce cas-là un outil d'autonomisation plutôt que de dominance et de manipulation. On peut prendre dans le domaine de médecine, je prends l'exemple de logiciel Cardiolox, c'est un logiciel qui peut analyser dans une fraction de seconde les EGC. Donc ça sera un bras droit pour un cardiologue. Donc on peut prendre tous les domaines. J'ai pris le domaine dans l'agriculture, même principe. Les agriculteurs, ils peuvent utiliser l'IA pour tout simplement diminuer les produits chimiques et diminuer l'utilisation de l'eau. La même chose au niveau de l'éducation, on a passé d'une pédagogie pyramidale à une pédagogie transversale. Et les profs qui ne tiennent pas à ce modèle, ils seront en difficulté. Pourquoi? Avant, les connaissances, c'était le maître qui a toutes les connaissances, et les apprenants, ils prennent note. Mais après, on a maintenant Internet et plus le ChatGPT, qu'il faut absolument un échange de connaissances entre l'apprenant et la personne qui dispense tout simplement l'apprentissage. Donc vous voyez qu'on est dans une évolution qui est déjà installée. Parmi les limites de l'IA, donc je prends la citation de Tim Cook, donc l'IA pourrait être en mesure de faire beaucoup de choses, mais il y a certaines compétences qui restent seulement à l'humain, telles que la compassion, l'empathie, etc., etc. Donc pour ma conclusion,
Ici, l'ère numérique, les personnes qui manquent de compétences numériques seront nettement défavorisées dans leur vie personnelle et professionnelle. Ben, on peut les arnaquer, on peut tout simplement, avec l'IA, aller voler des données avec l'IA, donc faire quand même pas mal de manipulations. La capacité d'utiliser la technologie n'est plus seulement une compétence souhaitable, mais c'est une exigence fondamentale pour participer, bien sûr, à la société moderne. Donc, je termine par la citation de Crozier. Donc, il me dit que quand on affronte les problèmes de demain avec les organisations d'hier, on récolte le drame d'aujourd'hui. Merci. Voilà, merci Moustapha. Monsieur Delal, il note toujours très bien ce colloque. Sa réflexion est vraiment porteuse de sens pour toute la matinée. Évidemment, on va y revenir sur pas mal d'aspects. Alors maintenant, je vais céder la parole tout de suite à Monsieur Briganti. Alors, Monsieur Briganti est en fait médecin. Il est médecin chargé de cours à l'UMONS et maître de conférence à l'ULB. Merci Monsieur beaucoup, Monsieur Briganti, d'être là. Pendant un petit arrangement technique, évidemment, j'ai encore pas mal de remerciements à faire, notamment à la Haute École Condorcet, évidemment, qui permet bien sûr tout ce colloque, mais aussi le Centre national de Charleroi, le CAL, qui est un véritable partenaire pour nous. Aujourd'hui, on a Sébastien qui est là avec nous ici devant, qui représente le CAL. C'est notamment le Centre national de Charleroi qui, aujourd'hui, va nous permettre justement de nous substanter, notamment d'avoir un copieux repas ce midi. Bon, n'hésitez pas, il y en aura vraiment pour tout le monde, il n'y a pas de problème, tout ça est prévu, aussi bien sandwich que nourriture. Mais le Centre national ne fait pas que cela. Le Centre national, c'est surtout un lieu, un espace culturel. Nous y allons régulièrement pour des conférences. C'est ainsi que notamment le Centre national de Charleroi accueille à l'Éden Joseph Chovanec le 25 mai. C'est un grand moment aussi. Et pour les étudiants psychopatho, on pourra sans doute, évidemment, c'est pendant le blocus, mais on verra si vous pouvez y aller ou pas. C'est en tout cas encore une grosse pointure que le CAL nous permet de fréquenter. Donc le Centre national de Charleroi, c'est un partenaire, un des partenaires. Je remercie d'être là aujourd'hui et surtout en même temps d'avoir pu nous substanter. Voilà. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir invité dans cette belle journée qui s'annonce très intéressante. Alors, je me présente brièvement. Je suis médecin de formation, mais mon directeur de thèse de doctorat, qui s'appelle Polikowski, qui était un médecin également, on fait tous les deux la psychiatrie, il a souhaité me traiter en tant que monstre de Frankenstein et me tourner un petit peu à l'ingénieur. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et depuis plusieurs années, j'ai la chance d'explorer ce domaine pour l'amélioration de la qualité des soins de santé. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants dans le domaine de la santé ici aujourd'hui? Super. Vous pouvez lever la main pour voir comment vous êtes? C'est génial, il y a quelques-uns. Super. Mais le but de cette présentation, c'est de vous montrer que ça nous concerne vous aussi, l'intelligence artificielle, et c'est de montrer effectivement dans quel domaine on peut l'utiliser et quels sont les challenges qui nous attendent. Pourquoi est-ce qu'on adopte l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Premièrement, tout bon professionnel de la santé, il a deux sources d'information. La première, c'est les études. On étudie beaucoup pour devenir professionnel de la santé, que l'on soit médecin, infirmier, paramédical, psychologue, etc. Et puis nous avons une deuxième source d'information qui est l'expérience. Et en tant que professionnel de la santé, nous sommes quelque part obligés d'acquérir de l'expérience pour émettre des meilleures décisions. Au plus nous étudions, au plus nous nous tenons à jour via la littérature scientifique, au plus nous voyons de patients, nous traitons des malades, nous pouvons donc émettre des meilleures décisions pour mieux traiter et améliorer la santé de la population. Bien évidemment, notre apprentissage en tant qu'humain, il est limité par une quantité de temps et une quantité d'informations qui sont de plus en plus importantes. Et dans ce sens-là, nous sommes limités dans la quantité de choses que l'on peut apprendre. Cependant, la machine n'a pas la même limitation puisqu'elle peut exploiter des grosses quantités de données en très très peu de temps et gagner tout de suite de l'expérience.
Quelque part, dans le domaine de la santé, je vais diviser les intelligences artificielles en deux domaines. Le premier domaine, c'est les intelligences artificielles que je vais appeler de clinique, c'est-à-dire qu'elles vont aider le clinicien à effectuer la tâche de soin auprès du patient. Par exemple, une intelligence artificielle qui va aider un cardiologue à prédire des troubles du rythme, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Par exemple, une intelligence artificielle qui va aider un radiologue à émettre un diagnostic. Mais il existe d'autres types d'intelligence artificielle qui vont, elles, encadrer le cadre de soins. C'est ce que j'appelle les intelligences artificielles paracliniques. Il s'agit d'intelligences artificielles qui vont aider la recherche, qui vont aider le développement. Il s'agit d'intelligences artificielles qui vont planifier des salles d'opération à l'hôpital. Il s'agit d'IA qui vont réduire l'administratif chez les médecins. Et ça, c'est des tâches hyper importantes, qui sont même beaucoup plus importante à simplifier que le soin lui-même, qui est déjà prodigué par les professionnels de soins de santé. Pourquoi? Parce qu'on peut libérer du temps aux professionnels de soins de santé et éviter donc notamment des burn-out. Alors, vous avez posé la question, quels sont les domaines de l'IA dans la santé? Ici, je vais vous montrer quelques-uns. Premièrement, le monitoring. On peut se permettre de suivre un patient à distance en suivant ses paramètres corporels. Par exemple, je suis cardiologue, je suis un patient qui est atteint d'un trouble du rythme, et alors je vais lui donner une montre connectée qui va m'aider à suivre ses paramètres à distance. Et lorsque quelque chose de mauvais va se passer, je vais être le premier à le savoir, je pourrai planifier des soins pour ce patient, même s'il est isolé par exemple. On peut penser à la personne âgée. Si je suis un patient diabétique, je peux monitorer mes taux de glucose dans le sang via des appareils connectés et donc prévoir quand je vais faire un épisode adverse. Ou bien je suis un enfant épileptique, mais quand je vais faire une crise d'épilepsie en classe, mes parents seront prévenus, le prof sera prévenu et mes médecins également pour que je puisse finalement être accompagné dans ma crise d'épilepsie et ne pas recevoir beaucoup de stigma social. Le diagnostic, comme déjà dit, l'intelligence artificielle va être très efficace pour émettre des diagnostics à la place des médecins, voire soutenir les médecins dans le diagnostic, notamment en radiologie, où les radiologues voient beaucoup de coupes d'images par jour. L'IA va venir aider au diagnostic. L'anatomopathologie, et s'il y a des étudiants qui font de la santé, en particulier peut-être des métiers de laboratoire, dans le laboratoire, l'IA, elle est fortement déployée pour aider au diagnostic et pour faciliter le travail des praticiens, à la fois technologues et médecins. La prédiction, c'est-à-dire sur base des données qu'on a à disposition, nous pouvons utiliser des IA pour prédire quand le prochain événement adverse, le prochain événement mauvais va survenir chez le patient, afin de permettre à ce que, finalement, on puisse prédire les soins quand on en aura besoin. On peut, par contre, ne pas agir dans les quelques jours qui précèdent l'événement adverse et voir des dizaines d'années à l'avance, pouvoir émettre des plans d'éducation à la santé personnalisés sur nos patients pour faire de la prévention. Et donc imaginez, vous entrez dans l'âge où vous pouvez utiliser un smartphone, et vous avez une application qui vous aide à garder des habitudes de bonne santé et à ne pas tomber dans des maladies chroniques. Nous avons des plateformes d'intelligence clinique qui vont entourer notamment le contact entre le médecin et le patient et qui vont aider le médecin à transcrire une note, à prévoir des soins, à faire des programmes personnalisés pour le patient, ainsi de suite. Nous avons des prothèses augmentées qui vont augmenter l'humain, et alors encore, et j'insiste, des technologies qui vont réduire la charge administrative du médecin et des autres professionnels de la santé. On sait qu'on fait finalement des études pour être au chevet du patient, mais finalement on se retrouve encombré par beaucoup d'administratifs. L'IA peut aider fortement dans ce sens. Je vois trois challenges principaux aujourd'hui dans l'IA en santé. Quels sont-ils? Le premier, c'est qu'actuellement, le développement d'IA en santé suit le processus suivant. Des ingénieurs se regroupent, ils veulent fonder une entreprise, ils développent un algorithme avec peut-être quelques médecins, quelques ensembles de données, et puis la solution est développée et on essaie de la vendre à des hôpitaux. La solution est déployée, mais elle ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait. Pourquoi? Parce que pour développer de l'IA, il faut beaucoup de données, il faut une hétérogénéité également des données. Il faut prendre des patients à Charleroi, il faut prendre des patients à Uccle, il faut prendre des patients en stand, pour qu'un algorithme soit le plus performant possible. Et donc l'IA, vous comprenez tout de suite, c'est un enjeu d'écosystème, et ce n'est pas quelque chose que chacun peut faire dans son coin. Et donc, bien évidemment, une solution à ce challenge, c'est d'ouvrir, bien évidemment, les vannes des données, et notamment des initiatives mises en place par le gouvernement fédéral comme la Health Data Agency, va aider dans ce sens. Le deuxième challenge, le deuxième défi, c'est le surajustement. Dans le cadre des données, lorsqu'on développe des modèles sur des petits échantillons, ce modèle va très bien marcher sur l'échantillon de départ, mais pas très bien sur l'échantillon d'après.
par exemple, on va tester un algorithme pour détecter le cancer sur des patients à Charleroi, et puis on va aller à Waterloo et ça ne va plus marcher. Ou bien à la Luyère, et puis à Mons, ça ne va plus marcher. Pourquoi? La localité, l'échantillon que l'on collecte dans le développement de l'intelligence artificielle est très important. La qualité des données est même plus importante que l'algorithme que l'on déploie. Et le troisième challenge, c'est l'étude de l'IA versus les médecins. Pour montrer que le logiciel marche bien, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles comparent l'IA aux médecins, ou l'IA aux infirmiers, ou l'IA aux technologues. Ceci est une faute magistrale. Pourquoi? Ce n'est pas l'IA qui va prodiguer les soins. L'IA ne peut que soutenir le soin, accompagner le soin, et pas remplacer les soignants. Et donc, dans ce sens, il faut cesser d'étudier l'IA versus les soignants, mais bien étudier la combinaison de l'IA et les soignants versus les soignants tout seuls. Alors, les professionnels de la santé vont aussi radicalement changer leur type de tâches effectuées avec l'IA. Ici, je fais l'exemple pour les médecins, mais les médecins généralistes vont acquérir de plus en plus de compétences. Et les médecins hyper spécialisés vont devoir un petit peu se déspécialiser et maîtriser une plus grosse partie de leur domaine. Pourquoi? Parce que les outils transforment la façon dont nous soignons les patients. Alors, en Belgique, le gouvernement fédéral, et en particulier le secrétaire d'État ici présent, Mathieu Michel, a mis en place une stratégie, un plan de convergence pour l'intelligence artificielle, et en particulier la santé y figure, avec, globalement, je résume le plan parce qu'il est long, 5 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la santé de la population. Deuxièmement, c'est d'améliorer les compétences et la qualité de vie au travail des professionnels de la santé. Troisièmement, c'est le soutien des institutions de santé. Quatrièmement, la stimulation de la recherche et le développement. Et cinquièmement, le fait de soutenir les politiques publiques, notamment dans des pandémies comme le Covid que nous avons connu. En Belgique, nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons voulu connaître quels sont les besoins des professionnels de la santé, que ressentent-ils par rapport à l'intelligence artificielle. Nous avons donc sondé 98% des hôpitaux en Belgique et obtenu beaucoup de réponses pour comprendre ce qu'il se passe. Et on voit que les besoins principaux, c'est l'augmentation de la rapidité et la fiabilité de la prise de décision, la libération pour plus de temps pour les tâches à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire le contact avec le patient, et réduire le risque d'erreur. Ça, c'est les 3 top priorités. Encore, l'appui à l'analyse et à l'interprétation des résultats d'imagerie ou de biologie, et le suivi des patients à distance, c'est des choses très importantes pour les personnes sondées. Alors, quels sont les risques perçus? Et je veux stimuler votre esprit critique avec cela. La déshumanisation du travail et perte des liens sociaux est quelque part un faux risque. Vous aurez compris avec ma présentation que l'IA ne va pas déshumaniser les soins de santé, mais bien les réhumaniser. Elle va donner aux professionnels de la santé plus de temps à passer avec le patient, pour plus d'humanité. Et vous aurez également compris que plutôt que d'augmenter le burn-out, elle va le réduire. Pourquoi est-ce qu'on a obtenu ces résultats? En 2021, lorsque nous avons fait le sondage, il n'y avait pas d'opportunité d'éducation à l'intelligence artificielle, ce qui était dommage, mais nous avons résolu cela en Belgique en mettant en place des initiatives d'éducation en partant par les médecins. Et nous avons donc fondé à l'Université de Mons, qui a une faculté de médecine, on le rappelle, une chaire à l'intelligence artificielle et médecine digitale, dont le but est d'éduquer les professionnels de la santé, en particulier les médecins, les pharmaciens et les scientifiques en sciences médicales, au domaine de l'intelligence artificielle et de la médecine digitale. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette chaire d'intelligence artificielle? Eh bien, on a mis en place un cours spécifique d'intelligence artificielle dans le bachelier, où on a eu plus de centaines d'étudiants qui viennent suivre le cours de façon obligatoire pour venir se former à l'intelligence artificielle. Je peux vous dire en tant qu'enseignant de ce cours que les résultats ont été incroyables. Les étudiants, bien qu'on m'ait dit à plusieurs reprises, c'est inutile d'enseigner l'IA aux médecins, ils ne vont jamais comprendre, ils sont trop cons. Je peux vous dire que les étudiants en médecine, ils ont fait des résultats incroyables à ce cours en mettant en avant des compétences techniques. Ils ont modélisé, ils ont créé des algorithmes spécifiques pour résoudre des problèmes de santé. C'est quelque chose dont on peut être fier. Deuxièmement, on a développé un cours en ligne pour tous les étudiants de Belgique, mais aussi tous les professionnels de la santé, en particulier les médecins, pour la Belgique. Et on fait un programme par an où nous allons développer, et nous avons déjà développé pour la première année, un ensemble de 5 cours par an pour introduire à la médecine digitale et ses défis. Et ça, c'est en ligne déjà sur les plateformes de RMN.
Nous avons développé un certificat en intelligence artificielle pour les plus intéressés. Une fois que vous avez votre formation de base, vous souhaitez vous spécialiser dans cette formation, vous pouvez vous spécialiser en intelligence artificielle en médecine. Et pour la première année, le programme a été sold out. Nous recevons des demandes de listes d'attente de médecins qui ont 89 ans, 90 ans, 70 ans. Je peux vous dire que donc l'intelligence artificielle n'intéresse pas que les jeunes, elle intéresse également les plus âgés. En dernier lieu, nous avons mis en place un doctorat spécialisé en intelligence artificielle. Dès cette année, nous avons 4 médecins qui se spécialisent en intelligence artificielle dans des domaines divers et variés. Et donc, on a de la recherche de pointe qui se fait à Mimos, qui a, je le rappelle, une faculté de médecine. Et en Belgique, nous ne nous sommes pas arrêtés là et nous avons mis en place différents objectifs pour la stratégie intelligence artificielle en santé, qui est regroupée dans la stratégie plus large de l'IA en Belgique, appelée AI for Belgium, qui est sous l'égide du secrétaire d'État Mathieu Michel, que je remercie pour son soutien dans cet effort. Et nous avons accompli différentes choses, des opportunités d'éducation pour les hôpitaux, pour les professionnels de la santé. Nous avons mis en place le baromètre de l'intelligence artificielle et différents outils d'information pour les professionnels de la santé, ainsi que participer à plusieurs travaux. En conclusion, je veux que vous reteniez 3 messages de ma présentation. Le premier est que l'intelligence artificielle, elle est là pour rester dans les soins de santé. Elle est déjà en train de transformer de façon très importante la façon dont on soigne les gens. Le deuxième take-home message de ce jour est que l'IA nous aide à mieux soigner les citoyens et à rendre la population en meilleure santé. Et le troisième point, et ça je fais particulièrement attention parce que, rappelons-le, dans la classe il y a ici aujourd'hui des professionnels de la santé et d'autres corps de métier également. Si vous voulez joindre l'effort d'améliorer la santé via l'intelligence artificielle, vous pouvez rejoindre l'effort et je suis à votre disposition si on peut vous aider pour quelque chose. Voilà, je termine ma présentation en annonçant que la semaine prochaine aura lieu la semaine européenne de l'IA, qui est organisée ici en Belgique par le service public fédéral Beaux-Arts et par évidemment l'initiative Smart Nation du secrétaire d'État Michel. Et je donnerai à 9 h du matin, mercredi prochain, une keynote au sujet de la convergence dans les efforts en soins de santé pour l'innovation. Et on va présenter comment différents corps de métier, différents écosystèmes sont en train de converger pour améliorer les soins de santé en Belgique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Briganti. Et nous avons bien entendu votre appel du pied, à tel point que pas plus tard que cet après-midi, les étudiants, les travailleurs sociaux, les parents vont réfléchir en quoi justement on a peut-être bien besoin de l'intelligence artificielle pour aujourd'hui, pour demain, pour partir en vacances avec des bénéficiaires qui ont peut-être intérêt à être connectés pour qu'on en connaisse leur taux de diabète, pour leur déshydratation possible. Enfin bref, on va réfléchir à tout ça ensemble cet après-midi et on reviendra donc chez M. Briganti. Un grand merci. Alors M. Briganti a fait déjà 2 fois allusion à notre prochain interlocuteur. Il s'agit du secrétaire d'État à la digitalisation, M. Mathieu Michel, que nous accueillons tout de suite. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je sais que vous êtes en pleine forme pour... Je l'ai ici, t'inquiète pas. C'est bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer, Mostafa. Bien, avant toute chose, merci beaucoup aux organisateurs, particulièrement à Mostafa, que je connais depuis maintenant pas mal de temps. Je pense que c'est important d'organiser ce genre de rencontres, ce genre de présentation, pour pouvoir effectivement interagir ou présenter le travail qui est réalisé. Et je vous avoue que je suis très très heureux de passer juste après Giovanni. Parce que bon, je connais maintenant depuis pas si longtemps que ça, 2 ans. Et c'est assez extraordinaire parce que Giovanni vous a montré en fait un aspect, alors qu'un aspect important,
mais qui est une toute petite partie, en fait, de l'ambition que nous devons développer aujourd'hui en Belgique en matière à la fois, évidemment, d'intelligence artificielle, mais aussi en matière de digitalisation. Alors, premier élément, effectivement, si vous êtes ici, c'est que vous allez construire inévitablement, et j'en suis très heureux pour vous, le monde de demain. Et on sait que le monde de demain, dans ce monde tout particulier, le digital, le numérique, peu importe comment on l'appelle, est un élément qui est complètement disruptif. Il va très clairement changer le monde de toute une série de façons, il va le rendre plus simple, il va le rendre plus efficace, il va le rendre plus économique, et il va aussi le rendre plus durable. À ma lecture, vraiment, le digital doit être perçu, et ça c'est très très important, comme un outil, et pas comme une fin en soi. Et donc, vous allez voir, lorsqu'on travaille dans ma fonction sur un plan de convergence, lorsqu'on appréhende le digital d'un point de vue politique, le digital, en fait, doit construire du sens. Mais le digital en tant que tel n'est pas le sens. C'est quelque chose que je trouve vraiment essentiel. Et pour développer l'ensemble du potentiel de ce digital, je pense qu'on doit avoir, je vous avoue que ce n'est pas tout à fait uniquement pour le digital, je pense qu'on doit construire ce que j'appelle, et ça a été évoqué par Giovanni, un état d'esprit Smart Nation. Être une nation intelligente, c'est fonder son développement sur 3 piliers essentiels. C'est l'inclusion, c'est-à-dire qu'on doit construire une société qui est pour tout le monde. Le digital, à cette image-là, il doit être pour tout le monde. Il faut être convergent, et ça a été évoqué, c'est pour ça que je suis content de passer après Giovanni. La convergence, c'est à la fois travailler avec des personnes qui construisent des micropuces, qui construisent des capteurs, peut-être dans votre montre. C'est aussi travailler avec des techniciens en matière d'intelligence artificielle, bien entendu, mais évidemment travailler avec des médecins. Donc c'est la convergence qui est essentielle, mais la convergence est aussi essentielle d'un point de vue politique, puisqu'effectivement, on est à la convergence de l'enseignement, on est à la convergence de la gestion des données, on est à la convergence de la vie privée, on est à la convergence de l'économie. Cette convergence, c'est l'essentiel. Donc, être inclusif, convergent. Et troisième élément, c'est être ambitieux. C'est considérer qu'aujourd'hui, les modèles économiques qu'on développe, les entreprises qu'on développe, ce sont des entreprises, ce sont des actions, ce sont des innovations qui ne jouent pas, en fait, sur un terrain local, mais qui doivent avoir l'ambition de considérer que leur terrain de jeu, c'est le monde, parce qu'aujourd'hui, effectivement, une innovation qu'on construit ici, elle peut, en quelques semaines ou en quelques mois, être étalée sur l'ensemble de la planète. Alors, quand on parle de ce plan de convergence qui était évoqué, je le présentais très rapidement, rassurez-vous, parce que je me suis dit qu'il était très long. Effectivement, il est très ambitieux. Ce plan de convergence, pourquoi déjà un plan de convergence, c'est pas un plan stratégique? C'est parce qu'on vit dans un pays merveilleux en Belgique, où il y a tellement d'institutions, finalement, que tout le monde fait un peu du digital. Tout le monde fait un peu de l'intelligence artificielle. Et donc, ma volonté a été de me dire, OK, je ne vais pas juste, dans un plan stratégique en matière d'intelligence artificielle, je ne vais pas juste rajouter ma couche à déjà un certain nombre de couches trop importantes. Et donc, ce que je me suis dit, c'est, en fait, travaillons sur la convergence, c'est-à-dire essayons de motiver, compiler, coordonner, rendre cohérent, en fait, toute une série de dynamiques qui sont en cours autour d'un certain nombre d'objectifs essentiels et de méthodologies de travail. Trois objectifs dans ce plan qui, à ma lecture, sont des objectifs qui déverrouillent le potentiel de l'intelligence artificielle et du digital. Le premier, c'est libérer le potentiel de la donnée pour tirer pleinement parti des opportunités de l'intelligence artificielle. Ça a été évoqué il y a une seconde par Giovanni. Si vous voulez avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont efficaces, si vous voulez détecter plus tôt le cancer, si vous voulez résoudre par exemple des problèmes de mobilité, si vous voulez réconcilier la production d'énergie via des sources durables et la consommation énergétique, vous avez besoin à la base de ça, de bonnes données. Et les données, en fait, elles se trouvent partout. Vous êtes ici, vous êtes tous des amas de données, dans ce que vous consommez, dans ce que vous faites, dans ce que vous faites, dans la façon dont vous vous déplacez. Et l'intelligence artificielle, elle a besoin de ça. Mais par contre, la donnée, c'est aussi votre vie privée. La donnée, c'est aussi votre liberté. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour libérer le potentiel de votre donnée, tout en garantissant votre vie privée? Et donc, c'est effectivement un petit peu un travail à la cave, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle, parce que c'est évidemment moins sexy que tout ce que Giovanni vient de nous évoquer. Mais si on n'a pas un bon système de données qui respecte, en fait, l'individu, tout en libérant le potentiel, on n'arrive pas. Premier élément, libérer les données. Deuxième élément, c'est anticiper
Anticiper l'impact sociétal. Alors, l'impact sociétal, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'à un moment donné, dans la façon dont... ChatGPT, par exemple, très bel exemple. Comment est-ce que ChatGPT va influencer la société? Comment est-ce que ChatGPT va influencer un bureau d'avocats dans l'utilisation ou pas de collaborateurs qui vont faire des recherches dans les différentes jurisprudences? Comment est-ce que ChatGPT va influencer la capacité à automatiser la création d'un site internet, voire à développer des lignes de code par soi-même? Et donc, inévitablement, et je prends l'exemple médical puisque Giovanni est dans la salle, prenez aujourd'hui un hôpital, une des fonctions les plus valorisées aujourd'hui dans un hôpital, c'est le radiologue. C'est le radiologue. Mais demain, et en fait aujourd'hui, je fais sincère, l'intelligence artificielle est plus efficace qu'un radiologue, il ne faut pas leur dire, est plus efficace qu'un radiologue pour identifier une imagerie médicale. Or aujourd'hui, soyons clairs, le radiologue est une des personnes les mieux payées dans un hôpital. Et les infirmières, par exemple, sont parmi les personnes les moins bien payées dans un hôpital. Eh bien ça, c'est ce que j'appelle l'impact sociétal. On doit s'interroger sur l'impact de ce genre de choses. Troisième élément, éviter les effets pervers. Alors moi, je suis quelqu'un de très optimiste, mais néanmoins, on ne peut pas nier, en fait, que quand on utilise l'intelligence artificielle, des effets pervers peuvent aboutir. Par exemple, on a vécu il y a quelques semaines des éléments, des faits de harcèlement sexuel d'une intelligence artificielle contre des utilisateurs d'intelligence artificielle en Italie. Vous imaginez une intelligence artificielle qui envoyait en fait des photos de parties génitales à des gens qui s'étaient inscrits. Ce genre de choses. Et donc très clairement, on doit être optimiste, mais on doit aussi être en capacité d'éviter les difficultés. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce plan d'intelligence artificielle? On va retrouver la volonté de construire une intelligence artificielle qui soit digne de confiance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe des outils qui font que cette intelligence artificielle soit digne de confiance. Est-ce que c'est en travaillant sur l'identification des données entrantes? Est-ce que c'est en travaillant sur la validation des modèles? Est-ce que c'est en travaillant sur une agence européenne des algorithmes? Il y a toute une série de choses qui nous permettent d'avancer en la matière. La cybersécurité est évidemment essentielle, puisque si une intelligence artificielle commence à prendre un certain nombre de décisions, bien commence à rentrer très haut dans l'arbre de décision, comment est-ce qu'on peut garantir que cette intelligence artificielle ne soit pas attaquée? La compétitivité des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, vous citez l'exemple de ChatGPT dans un bureau d'avocat, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'un ou l'autre domaine d'activité, ça a été évoqué tout à l'heure par Giovanni, notamment dans les processus administratifs d'un hôpital ou d'un processus industriel, comment est-ce qu'on peut être plus efficace, sachant qu'effectivement, on rentre en compétitivité, avec d'autres pays. Je l'ai évoqué déjà, mais c'est essentiel d'appuyer dans ce plan sur le fait d'avoir ce qu'on appelle une dynamique qui est totalement data-driven, c'est-à-dire qu'on doit mettre la logique de gestion des données au centre de l'attention. La protection de la vie privée au centre de l'attention, c'est un élément qui est essentiel, qui fait partie de ce plan d'intelligence artificielle. Un autre élément dans ce plan d'intelligence artificielle, c'est un des aspects qu'on évoquait juste ici en introduction, c'est considérer, en Belgique s'entend, tout particulièrement, que le domaine de la santé est un domaine essentiel et prioritaire pour nous. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, on a énormément de professionnels de la santé. On a énormément d'entreprises actives dans le domaine de la santé. On a un écosystème en matière de pharma qui est excessivement développé. Pour s'en mettre, ici, évidemment, dans la région, vous avez des domaines de biotech qui sont excessivement développés et dans lesquels on investit énormément. On a aussi un modèle social et de santé qui fait que nous avons énormément de données santé, bien plus que dans d'autres pays. Et donc, travailler sur la santé est un élément essentiel, et je venais évoquer toute la démarche qu'on fait aujourd'hui sur AI for Health, pour vraiment essayer d'être au cœur de l'innovation en la matière. Mais c'est aussi travailler sur la durabilité en matière de mobilité, la mobilité as a service. Moi, je suis persuadé que dans quelques années, le tech n'achètera plus des bus, mais il achètera des voitures autonomes. Et vous aurez une voiture qui va vous chercher chez vous, vous amener au boulot, puis chercher quelqu'un d'autre, vous amener au boulot, puis une des raisons pour laquelle le 5G était quelque chose de très important. Protéger l'environnement, évidemment.
J'évoquais l'exemple de l'électricité, de la réconciliation entre la production d'électricité et la consommation. Voilà un exemple dans lequel aujourd'hui les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent générer davantage d'efficacité. Les deux derniers aspects de ce plan, c'est évidemment l'entraînement, la connaissance. Ce que vous faites ici aujourd'hui, c'est effectivement être en capacité d'avoir des profils qui prennent en main les enjeux de l'intelligence artificielle et du digital. Et je me permets d'insister sur un élément, c'est que aujourd'hui, et c'est peut-être probablement le plus grand défi qu'on a à résoudre, nous n'avons pas assez de personnes dans les économies pour embrasser le défi du digital. D'ici 2030, on va avoir besoin de 60 000 profils IT. 60 000 profils IT. On en produit largement en dessous. Je pense qu'on est à moins d'1 millier de profils IT produits en Belgique. Vous imaginez le drame, c'est qu'ici on peut rêver, fantasmer tout ce qu'on veut à un pays et une économie qui soit excessivement prospère basée sur le digital, mais si nous n'avons pas des personnes qui embrassent ce défi-là, très clairement, on aura un problème. Et donc l'aspect éducation, l'aspect lifelong learning, l'aspect autocertification, l'aspect plus agilité dans la formation est quelque chose qui est évidemment fondamental si on veut préserver ça. Et on a beau avoir des beaux plans, si à un moment donné il n'y a personne pour les porter, eh bien ils se cassent la figure. Et évidemment nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas. Et alors le dernier aspect, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services aux citoyens pour améliorer l'efficacité. Alors je ne serai pas beaucoup plus long. Terminer pour vous dire que, et ça a été évoqué, je vous parlais de convergence tout à l'heure, à quel point c'est important de travailler ensemble. Je le disais tout à l'heure, le digital, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif en fait de l'innovation, depuis l'histoire de l'humanité, depuis la maîtrise du feu, en passant par la roue, l'imprimerie, ou bien encore aujourd'hui l'intelligence artificielle, l'objectif de l'innovation, c'est rendre le monde meilleur, et c'est ce qu'on essaye de faire avec chacune et chacun d'entre vous, et je suis sûr que c'est ce que vous allez faire en sortant de cet auditoire. Je vous remercie pour votre attention, et passez une excellente journée. Voilà, merci Monsieur Michel. Je pense qu'effectivement, ça permet de resituer un petit peu les compétences attendues chez les travailleurs dans une perspective évidemment temporelle par rapport à demain, par rapport aux perspectives politiques auxquelles on ne sait évidemment pas échapper. Alors maintenant, nous allons passer la parole à deux personnes qui se préparent parce qu'il y a un petit changement. À Monsieur Sébastien Pless, qui est spécialiste en éducation numérique, et son collaborateur Antoine Angelen, stratégiste technologique chez Microsoft Belgique. Alors ils vont s'installer, donc encore un petit peu de patience par rapport à tout ça. Donc je vous rappelle qu'après nous aurons encore une intervention et il y aura une séance de questions-réponses. Donc ça veut dire préparer vos questions. Les orateurs ne préparent pas leurs réponses, enfin ils sont prêts à y répondre pour justement vraiment venir au cœur de nos préoccupations. Et en effet, on peut peut-être avoir des doutes, on peut peut-être avoir des inquiétudes. C'est très très bien d'en parler. On a entendu M. Michel qu'effectivement il y avait peut-être des aberrations, il y a peut-être des dérives, ça, on ne peut pas les éviter. Alors posons nos questions par rapport à ça et si on doit quelles sont les réponses, comment on peut se prémunir justement de dérives comme celle-là. Donc on compte sur votre créativité pour d'ici quelques minutes, mais pas tout de suite, poser des questions. Donc nous allons accueillir deux intervenants. Mais... Oui, ça va. Petit réglage au Wi-Fi, ça va être assez rapide. Je peux déjà introduire. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Alors, un peu d'ironie, les intervenants Microsoft n'arrivent pas à se connecter au réseau. Mais donc, dans quelques secondes, on aura des slides. Donc, je m'appelle Antoine, je travaille chez Microsoft, et mon collègue Sébastien ici fait du troubleshooting sur le côté. Alors, ce qu'on va vous proposer, en fait, ici, les 20 prochaines minutes, c'est de parler de l'IA générative, donc intelligence artificielle générative. On va en particulier regarder les cas d'OpenAI et on va en fait essayer de démystifier ensemble comment ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que comprendre comment ça fonctionne, ça nous aide à peut-être avoir moins peur ou être plus enthousiaste.
Et ensuite, on va regarder quelques exemples de comment Microsoft va aller infuser ces technologies dans les applications qu'on utilise tous, hein, et pour révolutionner notre manière de collaborer, de travailler et d'étudier. Et on va aussi regarder comment on va mettre ces technologies à disposition plutôt d'un public développeur pour aller répondre à des cas très spécifiques. Par exemple, les cas qu'on a vus sur le domaine de la médecine. Alors, l'adaptateur arrive, on y est proche, on y est presque. J'adore ta manière de temporiser, Antoine. Bonjour à tous. Merci. C'est la magie de la technologie. Je te remercie. Donc voilà, je vous ai déjà fait un peu l'intro. Vous avez nos noms ici, nos LinkedIn, si jamais vous voulez nous contacter par la suite. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce que c'est que ChatGPT, mais on ne sait jamais s'il y en a un ou deux parmi vous qui seraient passés à côté du phénomène. Donc cet outil de chat qui nous permet en fait de lui poser des questions. Par exemple ici, pour ceux qui sont un peu plus loin, pourquoi devrais-je visiter Charleroi? Et en retour, en fait, on va voir qu'on va avoir une réponse qui a l'air d'être écrite par un humain, qui a du sens, et il va nous suggérer en fait plusieurs raisons de visiter Charleroi. Alors c'est un chatbot qui est conversationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ensuite poser une question dans le contexte de ma première question, et il va adapter ses réponses en fonction de ça. Et donc par exemple, je demande, tiens, écris-moi un peu ça sous forme de tweet et en anglais. Et on va voir que ChatGPT va reprendre sa réponse juste avant, va l'écrire sous forme de tweet, donc à savoir limitation de 140 caractères, un petit hashtag à la fin pour le style, et la traduit en anglais. Okay. Donc ça c'est ChatGPT, on connaît tous. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de démystifier un peu comment ça fonctionne et de regarder sous le capot comment est-ce qu'on a construit cet outil. Alors pour ça, je vais devoir peut-être réintroduire certains concepts. Alors je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui sont plus experts que moi sur le domaine. Et donc le premier concept, c'est le machine learning. Donc c'est un sous-ensemble d'intelligence artificielle. Et en fait, ce sont des algorithmes auxquels on va donner de la donnée. Et ils vont essayer de comprendre des patterns sur base de cette donnée afin d'aider une prise de décision ou des prédictions sur le futur. Deuxième concept, c'est le deep learning. L'apprentissage profond, c'est une technique de machine learning. Et ici, on vient introduire le concept de réseau de neurones. Alors, j'y reviendrai plus tard sur les réseaux de neurones. Ensuite, on a les IA génératives, hein, c'est le sujet ici des 20 minutes. Et donc là, en fait, on a des algorithmes qui sont capables de générer du contenu. Alors, dans le cas de ChatGPT, c'est du texte, mais ça peut être de l'image, du son, sur base de contenu existant. Et le dernier mot, vous avez peut-être sûrement entendu, hein, très à la mode, les LLM, les Large Language Models, les grands modèles de langage. Donc là, on est en fait sur des algorithmes qui vont traiter le langage naturel, hein, NLP, Natural Language Processing, vous avez déjà entendu aussi. Alors un bon exemple de LLM, hein, de ce genre de grands modèles, c'est GPT. Alors GPT 3.5, GPT 3, GPT 4 qui a été introduit il y a une quinzaine de jours. Et donc maintenant, si je redéfinis ChatGPT sur base de ces concepts-là, ben, c'est un chatbot conversationnel, comme on l'a vu, qui est développé par une société qui s'appelle OpenAI, et j'y reviendrai, et qui est basé en fait sur ce LLM GPT 3.5 et 4 très prochainement. Alors, je vous avais parlé en introduisant le concept de deep learning, de réseau de neurones. Alors, très rapidement, comment ça fonctionne un réseau de neurones? En fait, les chercheurs, les scientifiques se sont dit, si on veut s'attaquer à une tâche aussi difficile que la compréhension du langage humain, on ne va pas y arriver avec des maths. Et donc, ils se sont dit, ben, qu'est-ce qui, autour de nous, dans la nature, est capable de faire cette tâche? Ben, c'est le cerveau humain. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de comprendre le cerveau humain, on va essayer de reproduire son fonctionnement sur base de modèles. Et c'est là qu'est né le concept de réseau de neurones. Donc, vous voyez ici, en fait, chaque petite bulle va représenter un neurone, et chaque connexion, jonction entre deux neurones, c'est les axones dans notre cerveau. Alors, on va avoir une couche d'entrée. Donc, par exemple, si j'entends une phrase, mon oreille, c'est le capteur, on va aller traduire les vibrations, les ondes sonores par des signaux électriques. Et ces signaux électriques, on peut les représenter par des nombres, par exemple, en fonction de leur intensité, okay, de 0 à 9. Donc ça va être la couche d'entrée. Ça va être le signal
que j'adapte, que je reçois. Ensuite, on va avoir toute une série de couches cachées. Donc ça, c'est vraiment les neurones à l'intérieur du cerveau, si on veut. Le signal va aller se propager à travers ces neurones-là, et puis on va avoir une couche de sortie avec l'interprétation de ce qu'on m'a dit. Donc je comprends ce qu'on vient de me dire. Alors je vais faire un petit zoom sur un neurone en particulier. Donc imaginons qu'on entend quelque chose, on a un signal d'entrée, et on a été mettre un nombre sur l'intensité électrique. Alors imaginons 1 petite intensité, 8 grande intensité. Alors sur les jonctions, on va mettre des poids. Donc par exemple 0,2 et 0,7. Ensuite, le signal va aller se propager vers le neurone de la première couche. Et on va aller pondérer en fait l'entrée avec les poids des jonctions. On va avoir un résultat. Pour décider si on envoie un signal au neurone de la couche suivante, on va aller introduire le concept de fonction d'activation. Okay, donc imaginons ici dans cet exemple, si c'est au-dessus de 5, c'est un signal de forte intensité, on envoie le signal à la couche suivante. Si c'est en dessous de 5, c'est une petite intensité, on n'envoie rien à la couche suivante. Alors si maintenant on veut représenter, imaginons dans une IA générative, je lui donne en entrée le poids du casier et je m'attends à une suite, comme dans le cas de ChatGPT, mais on va voir en fait que le signal va aller se propager dans ce réseau de neurones, à l'instar dans notre cerveau, et puis en sortie, on va avoir une réponse. Alors si je reviens sur ChatGPT, comment est-ce qu'on a été construire ce réseau de neurones? En fait, la magie, elle est dans la complexité, la structure du réseau de neurones, et on voit quelques chiffres que vous avez peut-être entendus dans la presse. Donc il y a 175 milliards de paramètres, donc c'est un grand réseau de neurones. Plus on va avoir de paramètres, plus on va être capable d'avoir de la nuance, plus on va être capable d'avoir des modèles qui sont riches. On a été entraîné ce réseau de neurones parce que du premier coup, il n'est pas très malin, il va sortir des trucs qui sont un peu loufoques. Donc on a dû aller l'entraîner. Et on l'a entraîné avec 300 milliards de mots. Okay. Et alors, très important, au-dessus de ça, on a une supervision humaine. Donc on a vraiment des humains qui ont été dire je m'attends à ça comme réponse dans ces cas-là pour aller entraîner le modèle. C'est ça qu'on a, ce sentiment de réponse très humaine. Aussi très important, il y a une couche de modération. Donc si vous voulez interagir avec ChatGPT, alors j'ai moyen de contourner, avec des choses qui sont peut-être moins éthiques, vous allez voir que vous allez être bloqué. Donc là, il y a aussi une volonté de vouloir faire en sorte que cet outil fasse le bien à l'humanité et pas l'inverse. Alors on a regardé un peu comment ça fonctionnait sous le capot. Maintenant, regardons quelle est l'ampleur de ce phénomène. Et donc là, je vous propose de regarder le temps écoulé pour arriver à 100 millions d'utilisateurs sur certaines technologies à travers le monde. Okay. Donc on a un téléphone classique, le bon vieux ring analogique. 75 ans, ça a pris pour arriver à 100 millions. Ensuite, on a le téléphone mobile, 16 ans. Netflix, 10 ans. Le web, 7 ans. Twitter, 6 ans. Facebook, 4 ans et demi. Instagram, 2 ans et demi. TikTok, 9 mois. ChatGPT, 2 mois. Donc on voit ici l'ampleur du phénomène, c'était du jamais vu. Alors si on veut regarder ce que pensent les experts, prenons le cas de Gartner. Gartner prédit que d'ici 2025, le contenu généré dans le monde, 10% de ce contenu sera fait par des IA génératives. Okay. Et donc là, il est justicieux de se demander est-ce qu'on est face à une révolution, peut-être, sûrement, et quel comportement on doit adopter face à une révolution de cette ampleur. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est de se dire, essayons de comprendre le phénomène, essayons de comprendre les risques, le danger, les opportunités, afin d'être mieux préparés pour y faire face. Alors, je vous parle de ChatGPT, qui a été développé par cette société OpenAI. Et pourquoi je fais ça? Je me suis présenté, je travaille chez Microsoft. Parce qu'en fait, OpenAI, donc la société qui a fait ChatGPT, on a un partenariat. C'est un peu plus tard. Non, en fait, je pense que je prends le temps pour ça. Non. Non? Ok, ça va. Pas avant, on peut continuer. Donc OpenAI, je vous ai montré ChatGPT, alors il y a d'autres modèles de LLM. Alors ils ne sont pas tous sur le slide, il y a Whisper, si vous avez déjà entendu parler. Mais alors je vais vous montrer un peu les deux autres, Codex et Dolly, pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène. Codex, c'est une IA générative qui permet d'écrire du code et de comprendre du code. Donc, par exemple, ici, je lui demande de m'écrire un code en Python pour me donner le jour de la semaine en fonction d'une date de naissance. Donc, je suis né le 9 décembre 91, j'ai envie de savoir quel jour c'était. Et on voit qu'ici, il me pond un code en Python, je vais pouvoir le tester, l'ajuster. Il y a également le modèle DALL-E, là c'est de la génération d'images. Et donc ici, je demande la photo d'un tequelin dans la citadelle de Namur. Alors
Alors, ces genres de photos, vous pouvez vous imaginer qu'ils n'existent pas sur le net, et donc il a été me pondre un Tekelnin devant la citadelle de Namur. Alors, plus réaliste, on sait bien qu'il pleut, on va lui demander sous la pluie, et peut-être avec une balle en bouche. Et donc, on va voir le résultat de Dali. Donc, on a effectivement un Tekelnin sous la pluie, avec une balle en bouche. Alors maintenant, on est en Belgique, on est un peu plus artiste. Quid d'avoir ça façon de Magritte. Et donc, si je lui demande la photo d'un Tekelnin devant le ciel de Namur avec une balle en bouche façon de Magritte, on va voir qu'on va avoir un truc qui va ressembler assez fort au style de Magritte. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vais un peu devancer la slide, OpenAI, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, on a un partenariat entre Microsoft et OpenAI. En quoi consiste ce partenariat? En 3 choses principalement. La première, soyons réalistes, un financement, une deuxième vague de financement de 10 milliards. Donc, le premier financement qu'on a mis dans OpenAI, c'était 1 milliard en 2019. Ici, cette année, on a promis 10 milliards. Ensuite, des modèles avec 175 milliards de paramètres, 300 milliards de mots pour l'entraînement. Vous imaginez qu'il faut un ordinateur qui soit assez robuste et puissant. Et donc là, on a besoin d'avoir des supercalculateurs, des data centers. Et là, en fait, ça va être dans notre infrastructure cloud qui s'appelle Azure. Donc, on va aller construire une infrastructure qui va permettre d'entraîner et de faire tourner ce genre de modèles. Et puis, la mise à disposition de ces modèles dans nos technologies, au service du consommateur, au service des organisations. Alors là, je vous ai mis une petite photo d'un supercalculateur. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu un des câbles du GPU. Partenariat avec NVIDIA pour le GPU d'ailleurs. En fait, les modèles que vous avez vus, c'est principalement des fois et des plus. Donc on a besoin des machines qui font super bien des fois et des plus. C'est pas miraculeux, mais il faut faire ça très vite vu le nombre de paramètres. Et puis la mise à disposition du coup de ces technologies au service du monde. Et alors là, je propose de passer la main à mon collègue Sébastien. Merci Antoine. Vous inquiétez pas, il va venir. Donc, en 2 mots, Sébastien Place. Je travaille avec Antoine avec plaisir au sein de Microsoft. Et donc, Antoine est technologie spécialiste et moi, je suis spécialiste dans le domaine de l'éducation et de formation pour Microsoft. Ça, vous comprenez un petit peu mieux, on a des spécialités. Et donc, la mise à disposition de modèles comme ceux d'OpenAI à destination de consommateurs et d'organisations, ça implique en réalité de vulgariser en quelque sorte, au niveau de l'interface et des usages, les différentes structures qu'on va retrouver ici. Puisque depuis le début, avec Antoine, on vous parle des technologies issues d'OpenAI, donc GPT, DALL-E et Codex qui sont reprises ici sur le slide. Mais il faut savoir que l'IA n'est pas apparue, n'est pas devenue un sujet d'intérêt et de développement seulement cette année, seulement il y a 4 mois, au moment de l'émergence de l'accès au grand public de ChatGPT. Donc Microsoft est une société qui développe de l'intelligence artificielle depuis de très nombreuses années. Et donc ici, vous voyez par exemple sur le slide qu'on a nos propres technologies, comme Turing, Zcode et Florence, qui ont chacun, au niveau de leur réseau, des spécificités. Et donc, quand on dit que Microsoft, dans son partenariat avec OpenAI, va fournir en fait l'accès aux services d'intelligence artificielle au plus grand nombre, bien, ça va consister à pouvoir combiner ces différents modèles de Microsoft et d'OpenAI au niveau de nos services qui s'appellent donc Azure, que Antoine vous a mentionné, qui sont un peu le nom de code de tous les centres de données de Microsoft, pour transformer ces applis technologiques en utilisation concrète. Par exemple, adaptation de contenu en fonction de la vision, génération de paroles, adaptation du langage, traduction, prise de décision dans des choix binaires ou complexes, recherche cognitive dans de l'information, reconnaissance documentaire, lecture immersive, service d'Internet des objets, etc., 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 analyse de vidéos, génération d'images animées et tutti quanti. Et donc, je pense qu'ici, c'est intéressant de comprendre ces cas d'usage spécifiques dont certains sont déjà entre vos mains au travers d'interfaces comme celle de ChatGPT, et de plus en plus, au travers des outils que nous développons, vous allez avoir un potentiel grandissant dans ces usages d'intelligence artificielle. Comme je viens du monde de l'éducation, avant de travailler chez Microsoft, j'ai une carrière d'enseignant de plus de 15 ans, j'ai pris ici un modèle d'application IA dans le monde de l'éducation. Donc c'est quelque chose qui est encore très peu utilisé ici en Belgique, relativement peu en Europe, mais beaucoup dans d'autres régions du monde, notamment aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les Education Analytics. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion.
Et globalement, ça consiste à brasser un maximum de données par rapport à de l'apprentissage, dans un contexte scolaire ou académique, et à pouvoir compléter ces informations pour pouvoir améliorer la qualité de l'apprentissage, la quantité de l'apprentissage, la qualité des cours et des optimisations tant au niveau du côté apprenant que du côté formateur ou formatrice. Et donc ici, un modèle comme les Education Analytics, eh bien, il va permettre à une institution académique d'aller nourrir le modèle d'entraînement à partir de différentes sources de données, des fichiers, des documents, des databases, des systèmes LMS comme Moodle par exemple, ainsi que, pourquoi pas, des Student Information Systems, typés comme Proco, ISIS ou les bases de données d'ARES, et pourquoi pas des services aussi comme Microsoft 365. Le principe, ça va être que ces données vont être analysées en différentes couches au niveau du système Azure Analytics et AI, et vont sortir de ce processus des insights, des conseils, des optimisations, qui vont pouvoir prendre différentes formes. Vous avez par exemple des dashboards, des tableaux de bord, façon Power BI, pourquoi pas, avec des dashboards interactifs façon requête ChatGPT. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement de l'affichage de données, mais vous pourrez poser des questions à ces dashboards pour adapter l'affichage des données et les visualisations que vous voudrez en faire. Donc il sera capable d'interagir. Il pourra vous faire du reporting sous forme de rapport plus classique. Ces données pourront être injectées dans des applications d'apprentissage, applications de cours, et pourront également alimenter des workflows, donc des flux d'informations qui vont, pourquoi pas, pouvoir animer d'autres services sur le web. Et donc, tout ça va être mis dans les mains de leadership, des directions des services académiques, des enseignants, des services d'apprentissage, de l'opérationnel de la formation, et ça va vous permettre d'avoir une maîtrise sur les données, de pouvoir entraîner de l'IA responsable, et d'en faire en fait tout un panel d'usages très concrets et qui seront beaucoup plus adaptés en fait à vos besoins et à vos pratiques institutionnelles. Et dans les résultats et l'impact, on peut constater, grâce à l'application de ces modèles, les améliorations dans les résultats de l'apprentissage, les améliorations au niveau des cours et de leurs prestations, dans les stratégies de transmission de l'information et une transformation du modèle de l'éducation. C'est un peu schématique, mais globalement, c'est pour vous dessiner un peu un horizon de comment l'IA peut changer l'apprentissage. Et je pense que c'est un des principaux challenges. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même plusieurs étudiants ici, étudiantes dans la salle, confirmé. Donc sachez que par vos comptes Microsoft académiques, vos adresses Microsoft qui vous sont fournies quand vous inscrivez dans n'importe laquelle des institutions d'enseignement supérieur ici en Belgique, eh bien, vous avez accès à du crédit d'entraînement d'intelligence artificielle. En fait, juste en vous connectant sur le portail qui est là, qui s'appelle Azure OpenAI Service, avec votre compte académique d'étudiants et d'étudiantes, chaque année durant votre cursus académique, au mois de septembre, vous êtes crédité de 200 $ pour entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle et produire vos propres petits essais. Donc vous allez pouvoir challenger ces différents systèmes et, si vous en avez l'envie et la curiosité, pouvoir construire un petit modèle d'entraînement ou, pourquoi pas, une mini-app en utilisant ces services. Voilà, je tenais à vous le signaler, la plupart des gens l'ignorent, vous avez accès à ça. Pour les professeurs, bien entendu, c'est possible également. Alors, l'IA chez Microsoft, on parle de s'entraîner, on parle de l'essayer, mais c'est pas non plus mettre un jouet dangereux dans les mains d'un enfant. Au niveau de l'IA chez Microsoft, on se base sur 6 piliers qui sont repris ici et qui sont nos principes fondamentaux sur l'usage de l'intelligence artificielle. Si je vous résume finalement ces 6 piliers en 2 notions claires, le principe de vous fournir des modèles d'entraînement IA pour vos propres usages et vos propres applications dans vos secteurs académiques, apprentissage, recherche, c'est pour vous permettre, premièrement, que les données que vous allez utiliser pour entraîner vos propres modèles basés sur nos services, ces données ne seront pas réutilisées ni réutilisables pour entraîner les modèles d'IA grand public. Vous resterez maître et maîtresse de l'ingestion de ces données et de l'entraînement qui en sera fait dans la partie de service que vous aurez mise à disposition et que vous aurez assemblée. Et enfin, l'usage de ces IA se base sur un usage responsable, promu par ces 6 piliers, par Microsoft et par OpenAI, pour vraiment respecter un cadre et un niveau de responsabilité éthique dans ce qui sera fait dans l'usage de ces intelligences artificielles. L'éthique et la responsabilité, c'est aussi ça, la formation et l'apprentissage. Alors, pour avancer rapidement, l'intelligence artificielle, vous l'avez vu grâce aux présentations des intervenants précédents,
et vous le verrez encore avec ceux qui suivront après Antoine et moi-même, mais elle va toucher finalement tous les pans de la société. Ici, avec Antoine, nous avons créé une petite liste symbolique de quelques personas qui vont en fait représenter comment des services d'intelligence artificielle déjà disponibles aujourd'hui, donc vous les avez à portée de main, vous pouvez vous y connecter, vous pouvez y travailler avec, vont révolutionner les méthodes de travail. Que ce soit par exemple le codex que Antoine vous a montré tout à l'heure par rapport au métier de développeur et développeuse, les créateurs et créatrices de contenu ont déjà accès à des modèles comme DALL-E, Microsoft Designer ou notre nouveau système de moteur de recherche créateur d'images Bing. Les profils métiers qui vont pouvoir travailler avec des créations d'applications low-code, no-code, sans forcément avoir besoin de formation de développeurs ou de développeuses pour développer des applications métiers, tout ce qui est le pan des métiers commerciaux, les décisionnaires, les stratégistes, les métiers de la communication, et bien entendu, les métiers de l'enseignement et du travail dit de bureau, on parlerait plutôt d'assistants maintenant et d'assistantes de direction ou d'assistants de travail administratif, qui ont de plus en plus accès à cette technologie. Ici, nous avons pris un exemple illustré rapidement, donc pour les développeurs et développeuses. Si vous vous connectez sur le portail de GitHub, vous pouvez avoir accès à la fonction copilote qui va corriger à la volée le code qu'on est en train d'y mettre, proposer des optimisations du code, compléter le code ou générer des pans entiers de code en fonction des instructions qu'on va lui fournir. Pour des métiers plus orientés sur les employés de bureau, eh bien, on a des fonctions qui ont été annoncées et qui sont accessibles déjà en préversion pour plusieurs clients de Microsoft dans le monde, qui sont les fonctions copilotes dans la suite Office, appelée maintenant Microsoft 365. Globalement, Copilot, c'est l'ajout de ces fonctions de modèles larges de langage, mentionné et évoqué par Antoine tout à l'heure, avec des capacités de contrôle de ces services par les administrateurs des plateformes à travers des technologies Microsoft Graph, pour aboutir à un usage dans des applications d'usage courant. Pour illustrer, par exemple, Copilot dans Word va être capable, sur base d'instructions, de générer des paragraphes, de générer un ensemble de textes d'une ou de plusieurs pages, d'aller chercher un document modèle dans votre ordinateur, sur votre demande, dans votre OneDrive, et de s'inspirer des informations de ce ou de ces documents pour générer un nouveau document. Pourquoi pas une synthèse, une lettre, un document stratégique. Et donc, tout ça va être possible grâce à cet assistant. On a également la possibilité, au travers de PowerPoint, de pouvoir générer des diaporamas sous forme d'instructions. Fais-moi un super deck sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement, la formation et la révolution des nouveaux métiers pour une conférence à Condorcet, et il peut nous générer des visuels similaires à ceux que nous vous proposons, Antoine et moi, aujourd'hui. Dans Excel, il va être capable de traiter directement les informations dans les tableaux sans que vous ayez besoin vous-même de connaître les formules que vous devez utiliser. Vous lui demandez les choses et l'Excel sera capable d'exécuter la visualisation sous forme de graphique, la compilation des données, la structure des tableaux et toutes sortes en fait, d'opérations qui, par le passé, demandaient énormément de connaissances et de travail préparatoire pour pouvoir l'effectuer de manière efficace. Dans le traitement des emails et de la communication, la révolution est évidente. Outlook va être capable de générer automatiquement des réponses à des messages, jouer le rôle finalement de secrétaire automatique, répondre à certaines catégories de messages, avec un certain ton, avec un certain type de langage, se baser sur des ressources documentaires pour fournir ses réponses et interagir finalement en donnant vraiment des conseils en direct dans la rédaction des messages. L'intelligence artificielle dans la communication, c'est aussi par exemple la visioconférence et Teams, pourquoi pas. Ici, le copilote va être capable, sur base d'une conférence Teams, de générer une synthèse globale de l'ensemble de la réunion, avec un plan stratégique, avec des points d'action, des action points, attribués en fonction des personnes présentes dans la réunion et de ce que ces personnes auront dit, fait ou montré dans le cadre de la réunion Teams. L'idée étant toujours que tout le monde gagne du temps et de l'efficacité. Également, la possibilité de développer des systèmes en mode chat. On a parlé de ChatGPT très très longuement durant cet exposé. Eh bien, Business Chat, ici dans notre exemple, c'est la capacité de résumer des échanges textuels ou d'animer des robots d'interaction textuelle dans des espaces de réunion, d'échange et de communication pour pouvoir effectuer de nouveau des synthèses de documents, des résumés en bullet points, etc., 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 sans avoir besoin de maîtriser le code.
Pour terminer, se pose la question donc, par rapport au monde de l'éducation. Je pense qu'il y a quand même pas mal de professeurs, de chercheurs, de chercheuses, d'étudiants et d'étudiantes peut-être en pédagogie ici. Et donc, pour ponctuer cette présentation, je voulais prendre le risque de vous faire une mini-démo de 2 minutes. Alors, ce ne sera pas copilote, ce qui n'est pas encore accessible, on n'a pas de droit encore de vous le montrer, mais je vais me baser simplement sur de l'IA qui vous est déjà accessible. Et donc, j'avais envie voilà, de vous montrer ici, sans filet, un petit test. Alors, je vais ouvrir mon navigateur Internet. Je vais ouvrir ici une petite fenêtre. Qui utilise Bing aujourd'hui? Ce moteur de recherche qui Merci Pierre. est presque mort. Bah, il renaît de ses cendres. Voilà, je pense que ce qu'on va montrer vous donnera peut-être en tout cas l'envie d'aller tester ceci. Alors, sans plus attendre, je suis dans mon navigateur Edge et je vais, avec les risques de la connexion Internet, hein, je dis c'est fait sans filet, je vais, voilà, je vais ouvrir un est déjà connecté, ça sera plus efficace, voilà ici. Alors, je vous dis, c'est fait sans filet, donc j'espère que la bande passante va tenir, magnifique, voilà. Donc l'assistant Bing, vous voyez que j'ai ouvert ici en haut, je peux l'actionner dans mon navigateur Edge et l'avoir sous la main à tout moment quand je surfe. Et cet assistant AI, il a déjà, et il en aura encore beaucoup d'autres, 3 capacités. Je peux, par le volet conversation, lui demander, selon des profils de personnalité, il en a 3 pour le moment, le créatif, l'équilibré et le précis, de m'effectuer de la recherche. Donc, par exemple, ici, explique-moi qui était Condorcet. Tout en s'inspirer du local. Et donc, ici, toujours dépendant de ma bande passante, vous voyez le travail qui est effectué par ce moteur de recherche assisté par l'intelligence artificielle. Et donc, Nicolas Condorcet est un mathématicien, philosophe, homme politique, éditeur français, représentant des Lumières, né le 17 septembre 1743. Je ne vais pas vous lire tout le texte, vous l'avez sous les yeux, mais ce qui est formidable ici, c'est que ceci n'est pas ChatGPT. Ceci est un moteur de recherche basé sur de l'intelligence artificielle connecté au web. Puisque, messieurs, dames, il ne se contente pas de vous donner de l'information, il la source. Chaque mot, chaque paragraphe de sa requête est sourcé et lié à un point précis des ressources en dessous, sur lesquelles vous n'avez qu'à cliquer pour pouvoir les retrouver sur quelle base d'information il est allé collecter l'information qu'il a compilée. Et ça fait toute la différence. Sans compter que, comme vous le voyez, il vous challenge pour vous pousser à en apprendre plus. Il vous rebondit avec des questions, comme par exemple, quels sont les travaux les plus connus de Condorcet? Quel est son héritage philosophique ou culturel? Quel est le lien entre Condorcet et le grand mouvement philosophique des Lumières? Et donc, il est un engrenage dans lequel vous mettez le doigt pour vous pousser à développer votre curiosité et à développer vos apprentissages. De plus, vous pouvez, bien entendu, utiliser le module de rédaction. Ici, l'idée, c'est que l'assistant Bing, dans votre moteur de recherche, il ne va pas seulement vous faire une requête, une recherche Internet, vous pouvez lui demander de rédiger un paragraphe, un email, un article de blog, une liste d'idées par rapport à la thématique, au challenge que vous allez lui donner. Ici, il ne possède pas 3, mais 5 personnalités, qui vont aller d'ailleurs en nombre grandissant avec le temps. Il peut avoir un ton professionnel, décontracté, enthousiaste, informatif, voire drôle. Et donc, il va adopter, si vous voulez, une attitude dans la narration qu'il va vous faire. À partir de là, vous pouvez choisir la longueur de la génération qui va être faite et obtenir l'aperçu, ici en dessous à la volée, que vous pourrez ensuite copier, rechallenger pour obtenir une autre variation, jusqu'à un niveau de satisfaction qui vous convient. Pour ne pas trop déborder sur notre timing, parce qu'on a déjà gratté quelques minutes, et merci de votre patience, il y a également un volet information. Et donc ici, ce volet d'information va se baser sur la partie gauche de l'affichage de mon navigateur Internet. Il va se baser pas seulement sur le texte, mais il va se baser également sur les images qui sont affichées. Et ici, vous constatez que je suis sur la page d'accueil du moteur de recherche Bing. Il n'y a pas vraiment d'informations utiles. Je ne suis pas sur une page Wikipédia, je ne suis pas dans un document de cours, mais il a repéré qu'il y avait un arrière-plan boisé. Et donc, qu'est-ce qu'il repère? Il repère qu'il a reconnu les plantes qui sont présentes, vous voyez, avec les petites fleurs blanches en arrière-plan droit de la photo.
et il a trouvé sur Wikipédia l'article sur l'âge des ours qu'il a identifié visuellement grâce à la technologie de DALL-E. Donc, c'est un assistant qui est déjà disponible. Il vous suffit de vous connecter avec un compte Microsoft sur bing.com, d'utiliser, si vous le souhaitez comme moi, le navigateur Edge et de connecter ce service avec le petit module en haut à droite. Et vous avez déjà accès à des assistants et assistantes AI qui peuvent soutenir votre démarche pédagogique, votre démarche de recherche, votre auto-apprentissage et améliorer votre productivité. Pour vraiment clôturer, je voulais vraiment insister sur un point. L'IA, c'est à la mode, sinon on n'aurait pas ce colloque aujourd'hui, mais comme le disait mon ami Mustapha tout à l'heure dans l'introduction, et comme on l'a précisé également, c'est pas le premier colloque qui se passe ici. L'intelligence artificielle a déjà été évoquée par le passé, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, je voulais rappeler que Microsoft, on développe de l'intelligence artificielle dans les apprentissages et l'inclusion dans les apprentissages depuis de nombreuses années. Ici, j'ai fait un copier-coller de la requête Condorcet qu'on vient de voir sur l'autre page, que j'ai collé dans un simple document Word, ici, en ligne. Pourquoi je voulais vous montrer ça en 2 clics? L'intelligence artificielle, c'est pas que du chatbot. Par exemple, Designer, l'IA de Microsoft de visualisation, en 1 clic dans un document, vous permet déjà depuis plus de 2 ans de mettre en page le document selon des figures de style, sans avoir besoin d'avoir une formation en bureautique avancée pour pouvoir faire des documents qui ont, passez-moi l'expression, un peu de la gueule. Pareil pour du PowerPoint, etc. Et donc, vous pouvez également bénéficier d'une intelligence artificielle qui s'appelle le rédacteur, ou la rédactrice, qui va analyser votre document et non pas seulement vous faire des propositions de correction orthographique, mais analyser votre style grammatical, détecter si vous utilisez trop d'acronymes, si vous avez un texte suffisamment concis, si vous travaillez bien en langage formel dans un cadre professionnel, si vous employez un langage non discriminant, si vous utilisez éventuellement des références géopolitiques sensibles dans le cadre de votre travail, et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas placer des références supplémentaires? Est-ce que vous variez suffisamment le vocabulaire dans le document que vous avez produit? Quelles sont les statistiques de ce document, s'il doit être lu à voix haute, en lecture silencieuse, la variation dans les mots, dans les paragraphes et les lignes? Et donc, tout ça est déjà disponible depuis 2 à 3 ans. De plus, il faut savoir que Microsoft, on a développé beaucoup de choses pour les personnes souffrant de troubles de l'apprentissage. Il y a peut-être, et j'en suis convaincu dans l'Assemblée ici, des personnes dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, souffrant de troubles de l'attention, de la concentration. Et sachez que depuis plus de 5 ans, n'importe quel document proposé dans les systèmes de Microsoft, de la suite Office et Microsoft 365, par 2 clics sur le volet affichage et sur la partie qui est cachée ici, qui s'appelle lecteur immersif, tous ces contenus de n'importe quel document qui vous sont partagés en lecture, chacun et chacune d'entre vous, par les 2 opérations que j'ai montrées, 2 clics sur 2 petits boutons, peut adapter l'intégralité des textes du document ouvert, du PowerPoint ou du tableur Excel, pour se construire une interface de lecture adaptée, alimentée par l'intelligence artificielle, qui va pouvoir transformer le texte en fonction de vos besoins. C'est une approche IA individuelle, automatisée et enregistrée au niveau de votre identité Microsoft, qui vous permet d'en bénéficier à chaque fois. Et donc, ça vous permet, sans avoir de modification sur le document du professeur ou de la personne qui vous le partage, de pouvoir le transformer, le métamorphoser en fonction de vos préférences et de vos besoins en termes d'apprentissage. Normalisation du texte pour suppression du grade italique du souligné, adaptation de la police pour la lisibilité, découpe du texte en syllabes pour un décodage facilité, identification des rôles grammaticaux des mots dans la phrase avec possibilité de légende si la personne est éventuellement daltonien ou daltonienne, également de la synthèse vocale, fenêtre de concentration pour isoler le texte et pouvoir se concentrer dans la lecture, imagier qui va me permettre de cliquer sur des mots dans le texte pour pouvoir obtenir des visualisations basées sur l'intelligence artificielle que nous avons déjà évoquée tout à l'heure, qui est ici DALL-E, pour illustrer à une personne qui aurait du mal à lire ce que le mot signifie. De la synthèse vocale, bien entendu, ici donc le son ne passant pas sur les baffles de l'enceinte, mais le mot homme ici aura été lu, et également du soutien pour l'apprentissage des langues, puisque 117 langues sont disponibles ici, avec un simple clic, pour permettre, lorsqu'on va cliquer sur un mot, d'obtenir sa traduction, la phonétique, la lecture à voix haute de ce mot et de sa prononciation, et enfin, ce sera
pour terminer, la possibilité d'avoir un support pour les langues à l'international, pour l'ensemble du texte, en pouvant basculer en un clic de la version originale à la version traduite, avec les mêmes codes de couleur, avec les mêmes adaptations, les mêmes synthèses vocales, dans plus de 117 langues, dont toutes nos langues nationales et toutes les langues communes européennes. Donc c'est aussi ça l'intelligence artificielle, c'est d'amener, grâce à la technologie, à une accessibilité et une plus grande inclusion dans les apprentissages et dans la formation. Et c'est, je pense, relié au slogan de Microsoft qui vise à mettre donc, en capacité le plus grand nombre de personnes dans le monde, le plus grand nombre d'organisations à toujours faire mieux, à toujours pouvoir faire plus. Et voilà qui clôture notre présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous invite vraiment à mettre les mains dans l'IA, à la tester vous-même, à l'aide, pourquoi pas, de quelques exemples qui vous ont été partagés aujourd'hui. Merci à l'organisation du colloque de nous avoir invités. Merci de votre attention et bonne suite des présentations. Voilà, un grand merci. Les étudiants, à mon avis, se disent qu'ils sont bien fait de venir, parce que là, il y a eu des bons trucs quand même pour rédiger des bons. Que par plagiat, évidemment, on a quand même besoin de vous, de votre créativité, de votre imagination, c'est vous qui devez être à l'œuvre de votre avis. Alors maintenant, monsieur Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance des investissements stratégiques, nous fait le plaisir d'être là, donc on va lui céder la parole tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Au fond de la salle, ça va? Allez, super. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, c'est un plaisir d'être ici à Charleroi pour ce colloque universitaire, c'est presque à la maison pour moi ici de venir sur le campus. Merci aux équipes de Condorcet, merci Moustapha pour l'organisation de cette matinée. Et surtout merci à l'équipe précédente de présentation. Je pense qu'on peut avoir deux réactions quand on a ce genre de présentation, et qui sont deux réactions inverses et en fait qui sont souvent associées dans la vie. Une excitation profonde, parce que moi je regarde vos présentations avec des étoiles dans les yeux en disant mais c'est incroyable le potentiel de choses qu'on peut faire avec les nouveaux outils. Chaque fois que je joue avec ChatGPT, je suis émerveillé. Et l'autre chose, c'est une peur profonde de se dire tiens, les métiers qu'on a connus, comment ils vont évoluer? Et quel est le futur de l'emploi? Et je vais vous faire une petite confidence. Je suis aujourd'hui membre du gouvernement, je suis secrétaire d'État au sein du gouvernement d'Alexander De Croo, et j'ai engagé un nouveau collaborateur il y a 6 mois. Il sortait tout juste d'une haute école, brillant, et il y a 3 jours, il est venu dans mon bureau lundi matin, et il m'a dit « Thomas, il faut que je t'avoue quelque chose. Ça fait 3 mois, le gars a 23 ans, 24 ans, ça fait 3 mois que tous tes discours sont rédigés par ChatGPT. Et depuis lundi, ma façon de m'adresser à des audiences a fondamentalement changé, et je pense pour le meilleur. Parce que si mon conseiller ne m'avait pas dit ça lundi, je serais venu ici avec un discours à l'ancienne, comme ce qu'on attend d'un homme politique, peu importe son âge, et j'aurais lu les 3 feuilles, et même sans le savoir, ça aurait été généré par ChatGPT. Et je trouve que ce qui est fondamental et magnifique avec l'intelligence artificielle, c'est que ça nous permet de nous concentrer sur ce qui nous rend unique et ce qui nous différenciera toujours de la machine. C'est notre capacité à se lier en tant qu'humain, à se raconter des histoires, à partager des émotions, en supposant que la connaissance et le travail de base qui peut être fait par la machine peut être fait ailleurs. Si vous voulez vous renseigner sur qui je suis, ce que je fais, ben allez dans Bing ou allez sur Google, posez la question à ChatGPT, mais quelque part la chance qu'on a, c'est d'être ici des humains connectés entre eux dans une salle. Le reste, on peut le faire avec la machine. Alors évidemment, il y a des craintes très très fortes. Et la plus grosse crainte, c'est l'évolution de l'emploi. Moi, c'est un sujet qui me anime énormément, la raison pour laquelle je me suis engagé en politique relativement tardivement,
c'est parce que je pense qu'en politique, on a un rôle fondamental pour créer des possibilités pour le futur, créer des opportunités d'émancipation, de développement économique. C'est important partout, mais c'est en particulier important à Charleroi, où on a une histoire industrielle qui fait qu'on a une ville avec un passé compliqué et qu'on doit travailler 2 fois plus dur que les autres pour se relever. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent « oui, à quoi bon de toute façon demain? Est-ce qu'il va encore y avoir des assistantes administratives? Est-ce qu'il va encore avoir des médecins? Est-ce qu'il va encore avoir... L'intelligence artificielle va remplacer l'emploi. » Et ce qui est intéressant, c'est que moi je suis un passionné d'histoire, mais qu'à toutes les vagues de l'évolution technologique, ce genre de questions ont émergé. Si on fait une marche en arrière et qu'on regarde au XVe siècle, quand Gutenberg a inventé la machine à imprimer, donc vraiment la base, les premières techniques d'impression, il y avait des moines qui recopiaient les livres, parce qu'avant c'est comme ça qu'on diffusait le savoir, on recopiait les livres à la main, à la plume. Et bien quand Gutenberg a inventé sa machine à imprimer, les moines, à l'époque on ne faisait pas grève, il n'y avait pas encore de droit de grève, mais se sont rebellés profondément parce qu'ils pensaient que leur emploi allait disparaître, et que l'emploi allait disparaître. Parce que dans tous les monastères, il y avait des dizaines et des dizaines de moines qui passaient leur vie à recopier des textes à la main pour diffuser le savoir. On avance de 3 siècles dans le temps, à la fin du 19e siècle, quand on a inventé l'électricité, il y avait dans toutes les villes des centaines de gens qui étaient employés pour aller allumer les lampes à gaz. Il n'y avait pas de réverbères électriques, c'était des réverbères avec des petites lampiottes à gaz, et tous les soirs et tous les matins, il y avait des gens qui passaient avec des grandes bougies pour allumer chacun des lampadaires individuellement. Et le matin, ils se levaient et ils repassaient pour les éteindre avec un petit étouffoir. Et là aussi, quand l'électricité est arrivée, il y a eu des grèves massives pour dire « la technologie va détruire nos emplois, l'électricité va détruire nos emplois, le futur est catastrophiste ». Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'en fait, le nombre de gens qui sont à l'emploi, et c'est vrai en Belgique, c'est vrai partout dans le monde, n'a jamais été aussi élevé. Or, la technologie n'a jamais été aussi avancée. Et donc, quelque part, il faut se prémunir de cette peur. La technologie ne supprime pas d'emploi, au sens large. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, la technologie n'a jamais été aussi avancée, et il n'y a jamais eu autant d'emplois dans la société. Et c'est vrai dans toutes les parties du monde. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la technologie, elle modifie fondamentalement la nature de l'emploi. Et très longtemps, on a cru, je pense que c'est important, et je vois qu'il y a des classes d'étudiants qui sont là, très longtemps, on a cru que au plus haut niveau d'études, au plus votre emploi était protégé. Et donc, jusqu'il y a, je crois, 5 ou 10 ans, on disait ça. En fait, si tu hésites entre quelque chose, fais surtout le plus haut niveau d'études, parce que ça va te protéger. Aujourd'hui, ce qui me frappe le plus avec les derniers modèles d'intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas tellement le niveau d'études qui influence, mais c'est la nature humaine du travail. Aujourd'hui, vous êtes plus protégé de l'intelligence artificielle quand vous êtes une infirmière que quand vous êtes un médecin. Vous êtes plus protégé de l'intelligence artificielle quand vous êtes un assistant social que quand vous êtes un avocat. Il faut pouvoir le dire, ça. Ce qui va faire demain qu'un métier sera protégé ou pas, c'est la même raison qui fait qu'on est aujourd'hui à se raconter des histoires dans une salle plutôt que derrière notre ordinateur. C'est cette capacité à nous relier en tant qu'humains, avec cette sensibilité, avec cette attention, avec ce soin qui nous caractérise en tant qu'individu par rapport à la machine. Alors la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gouvernement? Et quelle est l'attitude du gouvernement qu'on doit adopter? Est-ce qu'on doit embrasser le changement, l'accélérer, ou est-ce qu'on doit le freiner? Parce que le futur nous fait peur. Je pense que le freiner, ce serait illusoire. On a beau, et vous allez toujours en voir singulièrement du côté des extrêmes, à droite comme à gauche, qui vont vous dire « Ah, c'était mieux hier. C'était mieux un monde où on allait à un guichet de banque passer ses virements, etc., et où il y avait des emplois peu qualifiés. » Mais c'est illusoire, parce que tout le temps qu'on va passer à regretter le passé, c'est du temps qu'on va passer à ne pas construire demain. Et donc il ne faut pas essayer de freiner l'évolution technologique. Elle est d'une certaine façon inexorable. Mais par contre, il faut l'accompagner pour qu'elle se fasse à nos conditions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça a été mentionné par Sébastien juste avant, fondamentalement,
investir et réinvestir dans nos systèmes d'enseignement qui vont être profondément chamboulés. Moi, je viens d'une famille d'enseignants, maman enseignant, ma conjointe est enseignant. Depuis 3 mois, leur boulot a radicalement changé. Parce qu'effectivement, demander des dissertations, demander des trucs comme on le faisait encore il y a 5 ans, à l'heure de ChatGPT, vous pouvez essayer de contrôler, de vouloir refaire des oraux, d'essayer de détecter, etc. Ça n'a aucun sens. Il faut accompagner pour que les élèves l'utilisent mieux et accomplissent des tâches qui les différencient de la machine en augmentant l'esprit critique, l'esprit d'analyse, comment poser les bonnes questions. Parce que c'est un pouvoir incroyable de pouvoir utiliser ces technologies. 2, en tant que gouvernement, il faut accompagner à plusieurs niveaux. Moi, au sein du gouvernement fédéral, je suis responsable de ce qu'on appelle le plan de relance, qui est un grand plan d'investissement. On investit plus de 20 milliards dans l'infrastructure en Belgique. Et de ces 20 milliards, il y a environ 3 milliards qui sont investis dans, je déteste la terminologie, mais le numérique au sens large. Et quelque part, on a réalloué nos investissements pour anticiper cette transition qui est en train de se passer, notamment avec les nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Et on le fait à 3 niveaux. 1, on équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si ça semble évident, c'est pas évident que chacun soit connecté à l'infrastructure qui lui permette d'avoir accès à ces outils numériques qui vont bouffer de plus en plus de bandes passantes. Et donc aujourd'hui en Belgique, on finance massivement le déploiement de la fibre optique. Vous avez peut-être vu dans vos rues aux 4 coins de la Belgique, Proximus ou d'autres qui ouvrent tous les trottoirs pour faire passer la fibre optique. Eh bien c'est important parce que quand on parle de numérique, on parle aussi d'infrastructure. Et si demain, on va tous utiliser massivement des services comme ceux que Sébastien a illustrés, eh bien ça va demander des infrastructures beaucoup plus robustes, avec des latences beaucoup plus faibles, des bandes passantes beaucoup plus élevées. Et le plus dommageable, ce serait d'un point de vue social que seuls quelques-uns, qui vont souvent, eux, être ceux qui en ont le moins besoin, aient accès. Il faut que tout le monde ait accès à cette infrastructure pour que tout le monde ait la possibilité d'utiliser ces services. Deuxièmement, on va investir dans l'infrastructure des écoles. On investit dans plus de 4000 écoles à travers toute la Belgique, en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, pour doter les écoles d'infrastructures de base telles que le Wi-Fi. C'est pas évident dans toutes les écoles qu'il y ait le Wi-Fi, ça semble aussi dingue que ça, mais souvent on a des infrastructures qui sont très vieilles, qui sont très très grandes, et donc on équipe massivement les écoles en Wi-Fi. Et troisièmement, on investit aussi massivement dans la cybersécurité. Parce qu'on en a, je vous en ai peut-être parlé ce matin, je ne l'ai pas entendu dans l'intervention précédente, mais ces outils-là créent aussi des menaces sans précédent pour notre sécurité, pour notre souveraineté et pour les institutions collectives qui nous défendent, que ce soit en matière de santé, en matière de sécurité sociale ou autre. Et donc il faut investir. On investit dans une 4e composante de la défense. Parce qu'à chaque évolution technologique, il faut ajuster nos systèmes de défense. Quand on a inventé les avions, on a inventé l'armée de l'air. Aujourd'hui, la menace, c'est les cyber. On crée un cyber command au sein de la défense pour avoir des experts au sein de la défense, des bataillons de cybersécurité qui peuvent anticiper, prévenir, voire réagir en cas d'attaque cyber. On investit aussi dans les services de police pour qu'il puisse y avoir une réaction quand on a des attaques cyber, des ransomware ou d'autres attaques. On investit aussi dans la sécurisation de l'infrastructure. Vous avez peut-être vu les derniers mois le barreau de Charleroi, des hôpitaux aux 4 coins de la Belgique qui sont attaqués. Eh bien, ça nous fait vraiment des risques. Si vous avez vos parents, vos grands-parents qui arrivent à l'hôpital et que ce jour-là, il y a une attaque cyber, ça s'est posé la semaine passée dans la province du Luxembourg, eh bien, ça crée des problèmes logistiques hyper importants pour la gestion des patients et la gestion de ce qui est le plus cher pour nous, la santé de nos proches. Et donc, pour ça, il faut qu'on investisse massivement. On investit, par exemple, 200 millions dans la protection de nos systèmes de santé. Voilà, je vous laisse avec ces pensées. Je pense qu'on vit, notre génération va vivre une révolution sans précédent. Moi, je suis bouche bée quand je vois la présentation de Sébastien. Je pense qu'il faut l'anticiper, ne pas le freiner, ajuster nos systèmes d'enseignement et le regarder avec positivisme et en se disant que ce qui fait la différence, c'est notre capacité avant tout à être humain. Ne pas chercher à être en compétition avec la machine. Quelque part, le combat, il est déjà perdu, mais investir toujours plus dans notre capacité d'interaction, dans notre capacité à être des humains et à être quelque part différent de la machine. Merci beaucoup, merci pour ce colloque et à très bientôt.
on va laisser la main. Voilà. Merci beaucoup, M. Dermine. C'était vraiment fort passionnant. Effectivement, on comprend bien, en plus par quelqu'un qui connaît bien la région aussi, quels sont les enjeux, quelles sont les spécificités et en quoi, évidemment, nous allons tous avoir besoin de l'intelligence artificielle demain. Alors, il nous reste un petit quart d'heure et puis on fera une pause. Mais pendant ce quart d'heure, c'est important, on va enfin vous donner la parole. Ça veut dire qu'il y a Aurélien qui est de l'autre côté avec un autre micro-baladeur. Moi, micro-baladeur, je vais peut-être le donner aux personnes qui seront peut-être interrogées par vos questions. Donc n'hésitez pas maintenant, c'est le moment de poser les questions. Je pourrais passer le micro à M. Delal, si je le souhaite, mais aussi évidemment aux intervenants de ce matin. Donc ça veut dire que, voilà, maintenant la parole est à vous. Alors, je vois qu'il y a déjà une main qui se lève, et on espère que le micro fonctionnera plus. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. La première, s'adressait donc au député, mais comme il n'est pas là, on verra bien si vous allez pouvoir répondre. Les IA, c'est bien, mais qu'en est-il de la garantie de la vie privée des citoyens au niveau politique? Parce que concrètement, oui, il y a de l'évolution, etc. Mais actuellement, on ne peut pas nous garantir la protection juridique de nos données personnelles, que ce soit, on va pouvoir nous retrouver à n'importe quel endroit parce que nos téléphones sont connectés, parce qu'il y a... Où est la garantie de la protection de notre jardin secret, en final, en fait? Ok, ça c'est la première question, oui. Tu peux te poser tout de suite, comme ça. Oui. Et à M. Briganti, qu'en est-il des coûts et remboursements pour le commun des mortels au niveau des dispositifs mis en place pour la collecte des données? Parce que oui, les personnes qui ont, excusez-moi des expressions, qui ont énormément de fric vont avoir facilement accès à ce genre de méthode, mais les personnes qui sont basse classe, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont chômeurs dépendants du CPS ou même encore au niveau des mutuelles, comment arrivent-ils à pouvoir joindre les deux bouts en utilisant vos technologies? Ok, merci Tiffany. Alors on va directement passer à la